Alors, bonjour, bienvenue sur cette page YouTube, bienvenue sur cette présentation. Je suis l'étudiant comme Geptatouan Michel Vianney, étudiant en faculté des sciences, niveau master 2 informatique à l'université de Ngaoundéré. Alors aujourd'hui nous allons parler de data science, notamment le TP qui nous a été donné par le professeur docteur ingénieur Chakunte Franklin. Alors, nous allons commencer. Alors, pour notre travail, il sera donc question de choisir un problème de la vie courante ou pas, puis de définir les objectifs à atteindre de ce problème, bien évidemment, choisir le dataset, justifier la source, décrire le type de données en termes, décrire les données en termes de type, réaliser le DA, construire un graphe qui montre la distribution, partager le Google sur Google Colab au prof et faire une vidéo YouTube. Nous allons donc commencer par le choix du problème. Alors, le choix du problème ici, c'est un problème alimentaire, un problème, on va dire, nutritif. Chaque aliment est composé, autant pour moi, de plusieurs valeurs nutritives comme on peut dire. Alors, dans notre cas, on va prendre les glucides et les protéines. Dans chaque aliment, il y a ce qu'on appelle un taux de quantité de glucides et un taux de quantité de protéines. C'est ce que nous allons prendre pour notre cas déjà. Alors, le problème ici est que les protéines dans un aliment composé de beaucoup de glucides, les protéines sont là pour atténuer, on va dire atténuer, le taux de glucides. Alors, si nous consommons que des aliments avec un taux de glucides élevé et un taux de protéines bas, alors le risque d'augmentation du taux de glycémie dans le sang sera élevé, ce qui pourrait risquer aux patients, autant pour moi, aux consommateurs d'avoir peut-être un diabète. Et de plus, les protéines dans les aliments nous permettent d'atteindre ce qu'on appelle l'effet de satiété. Cet effet qui nous permet de nous rassasier. Alors, si les protéines sont bas, le taux de protéines dans les aliments sont bas, et que le taux de glucose, glucides est élevé, alors on ne pourra pas atteindre vite cet effet de satiété. Ce qui va faire que nous allons beaucoup manger. Alors l'alimentation abusive pourrait donc entraîner quoi? L'obésité. Nous voyons donc le problème de consommer que des aliments riches en glucides et pauvres en protéines. Ce sont des problèmes sur la santé de l'homme qui nous atteignent directement. Alors, quels sont nos objectifs donc ici? Notre objectif, c'est d'éviter l'augmentation rapide du taux de glucose dans le sang, d'éviter l'impact dramatique sur la glycémie, de diminuer et d'éviter la diminution de l'effet de satiété responsable de la surconsommation, entraînant l'obésité. Bien, je tiens à noter que nous allons utiliser ici les données de 2020. Nous allons étudier les données de 2020 pour savoir, bien sûr, en fonction des données de 2020, comment éviter en fonction de 2020, nous allons voir la tendance de consommation de ces consommateurs en 2020, s'ils consommaient des produits, des aliments en fait, composés de beaucoup plus de glucose que de protéines. Bien. Donc au choix du dataset SM, nous avons pris notre dataset sur le site officiel de l'ANSES. Alors l'ANSES déjà c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'évaluation de l'environnement. C'est une alliance officielle en France et j'ai trouvé en fait le dataset sur leur site. Voici le lien que j'ai mis ici. On peut sortir pour voir. Alors, lorsqu'on va cliquer sur le lien, normalement ça va nous rediriger vers ce site. Le site du sical.anses.fr. Lorsque nous venons sur l'onglet téléchargement, ça nous affichera ceci. Et nous pouvons donc télécharger leur CVS en format Excel ou bien XML, comme ils l'ont dit. Et bien sûr, ils nous ont noté que la réutilisation des informations mises en ligne en CES est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées. Donc nous avons l'autorisation d'utiliser déjà ces données. Et bon, ces données sont complètes déjà. Nous avons la documentation juste ici à côté. La documentation nous présente
le document. Donc nous pouvons avoir les informations sur chaque variable qui a été utilisée. Déjà le choix de ce dataset. Pourquoi? Parce que c'est un dataset vraiment complet. Quand j'ouvre le dataset, voici le dataset ici, c'est un dataset vraiment complet. Et les données provenant de cette source sont sûres. Donc, c'est pour ça que j'ai donc choisi ce dataset de ANSES.fr. Vous voyez, les données sont vraiment classifiées. Nous avons par exemple les groupes d'aliments, l'énergie, règlement UE, bon, ça c'était une charte, les protéines, les glucides, les lipides. Bien, je tiens à préciser que, comme je l'avais dit au début, ce document date de 2020. Donc c'est pour voir la tendance de 2020 en fait. C'est ça qui va beaucoup nous aider. Bien, revenons à la présentation. Ok. Alors, déjà nous avons choisi ce dataset, comme je l'ai dit plutôt, source fiable et retenue. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est une organisation gouvernementale française reconnue pour son expertise. Déjà, l'expertise en matière de sécurité sanitaire. Les données sont complètes et détaillées, comme je l'ai dit, et la pertinence pour l'étude nutritionnelle. Pour mon étude nutritionnelle, ça va beaucoup m'aider. D'où l'utilisation de ce dataset. Bref, continuons. Alors, la description des données. Déjà, nous avons beaucoup de données. Nous avons plusieurs données, comme vous pouvez le voir. Alors, les données, nous avons réparti dans les données en fonction du type qualitatif, quantitatif, nominal, ordinal, continu et discret. Alors, déjà, une donnée qualitative et nominale, c'est ce que nous pourrons appeler une donnée catégorielle dans notre cas. Alors, nous commençons avec la qualification des données qualitatives et nominales. Voilà, nous avons le groupe d'aliments, code, bref, quantitative et discret, comme la définition du discret veut dire une valeur finie, souvent comme des comptages. Puis après, bref, voilà le type de données en fait que j'ai répertorié. Et même lorsque nous revenons dans la documentation, si nous revenons dans la documentation de là où j'ai pris mon dataset, nous avons ici en bas le format de données qu'on nous donne et ce qui peut nous aider à répertorier notre type de données. Revenons sur la présentation. Alors, pour le type de données, nous allons donc réaliser l'EDA. Pour la réalisation de l'EDA, nous allons commencer par les questions que nous nous sommes posées, la recherche des valeurs manquantes, la recherche des valeurs aberrantes, et on doit comprendre les différentes relations qui m'ont poussé à prendre cela en compte. Alors, pour notre dataset déjà, la question que je me suis posée bien sûr, c'est quelle valeur va me permettre de ressortir, quelle valeur de mon dataset bien sûr va me permettre de ressortir mon objectif. Alors, pour réaliser mon objectif, j'ai besoin de connaître les protéines, la valeur des protéines en 2020, voilà ça qui nous a donné, protéines. J'ai besoin de connaître les glucides, le taux de glucides bien sûr. Et donc le taux de glucides et de protéines nous est donné ici par gramme pour 100 grammes. Déjà c'est une précision qui va nous être utile. Alors ça c'était pour les questions. Et maintenant pour la recherche des valeurs manquantes. Là nous allons partir directement dans le code. On partit directement dans le code. Déjà, nous allons, je vais un peu présenter le code. Dès le début, j'importe les différentes bibliothèques et je les renomme comme ici. Vous voyez. Puis j'importe mon CVS avec pdread CVS et après, juste après, alors là, ça devient intéressant là. Ce que je fais ici, c'est une conversion.
Alors je convertis les valeurs qui sont dans énergie règlement UE numéro 1169, je les convertis en valeur numérique. Pourquoi? Alors parce que dans notre dataset, nous avons, je vais revenir sur énergie, voici la colonne de énergie. Nous voyons bien que dans cette colonne, nous avons des valeurs marquées avec le tiret de 6. Avec le tiret de 6, ce qui fait que si nous laissons cette valeur-là, notre système va croire que ce sont des valeurs alphabétiques, ce qui va faire que nos calculs seront erronés. Donc je convertis d'abord toutes les données là en numérique. C'est ce que je fais aussi pour protéines et glucides, vu que ce sont les données que je vais utiliser pour mon travail. Alors, pour l'affichage des valeurs manquantes, vu que nous sommes dans l'EDA, j'ai opté pour une heatmap. La heatmap va nous afficher les différentes valeurs manquantes en nous montrant les vides. Alors l'affichage des valeurs manquantes se fait ici. Bon, là c'est pour le tracé de la courbe. Donc, pour afficher les valeurs manquantes, j'ai utilisé df is nul. Alors, là c'est lorsque je vais afficher la courbe que nous allons bien voir comment j'ai affiché les valeurs manquantes. Mais les valeurs manquantes que j'ai affichées concernent la colonne énergie. Pardon, énergie UE. Donc, concerne cette colonne. Ça va afficher toutes les valeurs manquantes de cette colonne sur notre graphe lorsque je vais afficher le graphe. Bien. Pour les valeurs aberrantes, les données aberrantes, j'ai utilisé la technique de l'écart-type. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai utilisé la technique de l'écart-type pour les valeurs aberrantes. Les valeurs aberrantes jouent de la colonne énergie, règlement UE numéro, consort. La technique de l'écart-type. Alors, selon la loi normale nous dit que 99,7% des valeurs appartiennent à l'intervalle moyenne, moins 3 fois 2 et moyenne plus 3 fois 2. 99,7% excusez-moi, des valeurs appartiennent à cet intervalle. Alors là j'ai défini donc l'intervalle minimal qui est moyenne moins 3 fois STD. Bien sûr, pour trouver la moyenne, j'ai d'abord écrit cette ligne de code qui nous permet de calculer tout d'abord la moyenne. Cette ligne de code nous permet de calculer l'écart type STD. Et maintenant, lower bound, il s'agit là de l'intervalle, la plus petite intervalle, et upper bound, c'est la plus grande valeur de l'intervalle. Alors, je fais donc quoi? Je compare donc chaque valeur qui se trouve dans la colonne énergie. Bon, toutes ces valeurs que vous voyez ici, jusqu'au bas, elles sont nombreuses. Je compare donc chaque valeur par la plus petite valeur de mon intervalle, ici. Et je compare aussi chaque valeur, toujours les valeurs de la colonne, si elles sont supérieures à cet intervalle, l'intervalle upper bound, cet intervalle. Alors, si ces valeurs sont comprises dans l'intervalle, alors ces valeurs ne seront pas aberrantes. Les valeurs aberrantes seront donc ces valeurs qui sont hors de l'intervalle. Voilà comment je dois procéder pour le calcul des valeurs aberrantes en utilisant la technique de l'écart-type. Nous allons donc continuer. Alors, pour comprendre dans les relations que j'ai utilisées pour les variables, on me l'avait dit au début, je crois. Alors, vu que mon dataset est vaste, alors il est vraiment très vaste, j'ai juste choisi les valeurs les features protéines et glucides. Ce sont les deux features que j'ai utilisées pour notre cas, parce que leur relation nous permettra donc de voir la tendance et d'essayer de voir ce qui incitait les gens en 2020 à avoir peut-être plus de diabète, de voir les raisons de l'obésité.
C'est pour ça que j'ai pris protéines et glucides. La relation entre ces deux features est vraiment très attachante. Bien, continuons. La construction du graphe qui manque la distribution, les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes. Bien, nous allons revenir dans notre code. Allons commencer par le graphe qui manque la distribution. Déjà ici, comme je l'avais dit, ici on convertissait en valeur numérique. Donc je vais montrer deux distributions déjà pour moi. Je vais montrer la distribution des protéines et je vais montrer la distribution des calories. C'est ça qu'on a mis énergie, règlement UE. K calories par exemple. Ça c'est pour les calories. Donc je vais montrer la distribution, comme je dis, des protéines et des calories. On va commencer par les protéines. Pour les protéines, alors je définis d'abord la taille de la figure. Parce que lorsque la courbe va sortir, il faut que la figure soit un peu plus large. Si on ne définit pas la taille de la figure, on risque d'avoir le texte qui ne se voit pas bien en bas. Alors, SNS Isplot nous permet de faire dans un histogramme. Et SNS c'est 6 bornes qu'on avait renommé depuis le début. 6 bornes as SNS. Alors, nous définissons dans le titre, distribution des protéines, X label. C'est qu'à sur l'axe des X, nous aurons les protéines. Sur l'axe des Y, nous aurons dans la fréquence. La fréquence ici pour moi c'est quoi? Il s'agit donc du nombre d'aliments. Et même chose pour les glucides. Alors je vais exécuter. Pour voir la distribution des protéines. Prends un peu de temps. Alors voilà. On a la distribution des protéines. Je dis que fréquente ici c'est du nombre d'aliments. Je préfère appeler ça fréquence parce que le nombre d'aliments déborde un peu lorsque j'écris. Bon, la fréquence, nous allons par exemple pour les protéines grammes pour 100 grammes, comme c'était défini dans le dataset bien sûr. Pour 5 grammes pour 100 grammes, nous avons dans cette groupe avec un nombre, nous avons 25 aliments, bon, environ 23 grammes. Nous voyons donc que la courbe régresse. La courbe régresse au fur et à mesure que nous avançons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que selon cette courbe, le nombre d'aliments dans mon dataset contenant des protéines est vraiment très bas. Parce que là, nous avons 200 aliments au début, 200 aliments avec un taux de protéines de 0. Et ici, nous avons pratiquement presque, disons, crois peut-être aliments avec un taux de protéines maximum, peut-être à 38 ou 39, disons. Nous voyons donc en 2020, les aliments, selon les études de l'ANSES, que nous avons pour notre dataset est constitué d'aliments très pauvres en protéines. C'est ce que nous manque ce graphe, puisque la courbe même descend. Bien, nous allons enchaîner avec la distribution des calories. Bien, pour les calories, la courbe est un peu... Bon, généralement, elle est descendante, à un niveau L3, à un niveau elle descend. Bon, dans les calories, la distribution se présente comme suit, en fonction du dataset aussi. Nous avons près de... Bon, le maximum, c'est près de 75 en montant. Près de 75 aliments sont constitués de, disons, 180 kilocalories. Donc, c'est en fonction des aliments là aussi. Le niveau des calories, quand même, il est mieux par rapport au niveau des protéines. Bien, nous allons maintenant faire la heatmap des valeurs marquantes, autant pour moi. Alors, les valeurs manquantes, les voici que nous avons fait. Elles présentent chaque aliment, le nom de chaque feature de notre dataset. Alors nous voyons les valeurs en jaune qui représentent les valeurs manquantes selon les années. Nous pouvons zoomer pour que vous puissiez bien voir. En zoomant donc ainsi, nous voyons. Voilà. Nous voyons dans les valeurs manquantes en fonction des numéros de cellules
autant pour moi. Ici, ce sont les cellules qui sont dans notre dataset. Si vous ne voyez pas, c'est le dataset. Lorsqu'on descend, vous voyez, c'est ce numéro 3000, c'est différent, c'est ce numéro de cellule que nous voyons, les valeurs manquantes. Et c'est ça qui s'affiche donc ainsi. Alors, pour afficher les valeurs manquantes, je vais aller dans le code pour que nous puissions voir comment j'ai procédé. Bien, affichage des valeurs manquantes. C'est de la distribution. Bien, voilà les valeurs manquantes. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Je définis la taille de la figure. SNS, heatmap. Là, ce n'est plus Eastplot. Maintenant, c'est heatmap. Heatmap, c'est pour créer, comme vous avez vu, ce genre de graphe, une heatmap qui va nous définir un peu. Pour voir les valeurs manquantes, c'est un peu plus bien détaillé la heatmap. Puis, nous allons appliquer, déjà df is nul. Ça, c'est pour toutes les valeurs qui sont nulles, vraiment, dans les valeurs qui n'apparaissent pas. Donc, nous voyons l'importance de convertir d'abord en variable numérique au début, pour que les tirés de cela soient considérés comme étant du vide. C'est de ça alors qu'il est question. Et maintenant, PLTX, rotation 90 degrés, c'est pour que le texte, notre texte d'ici, soit roté à 90 degrés. Vous voyez l'alignement, c'est vertical et non horizontal. L'alignement de notre texte. Parce que si je laissais de manière verticale, il ne devrait pas avoir d'espace, ça devrait être très long, vu que dans notre dataset, il y a beaucoup de features. PLT Type Layout pour normaliser l'affichage, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Bref, c'est toujours pour la taille. Et là, le titre, valeur manquante, comme on a vu, le titre en haut, valeur manquante. Enfin, on fait PLT Show pour afficher le graphe. C'est donc comme ça que j'ai procédé pour avoir les valeurs manquantes. Poursuivons donc avec les valeurs aberrantes. Bien, comme elle avait dit, on a utilisé la règle de l'écart type et on l'a affiché. Et j'ai aussi programmé, ajouté une ligne de code qui va permettre de faire ressortir le nombre de valeurs aberrantes. Là. Bien sûr, c'est ça qu'on fait ici. Nombre de valeurs aberrantes, on compte outlier count. Alors ça procède comment? C'est-à-dire pour chaque valeur aberrante que ça va compter, que ça va trouver avec le shape, alors ça va mettre ça dans outlier count pour chaque valeur. Alors non, ça va parcourir tout le tableau des valeurs aberrantes, ça va faire un count et compter toutes les valeurs. C'est ça qui va afficher le nombre de valeurs aberrantes que je vais afficher avec un printf. Excusez-moi, que je vais afficher après. Printf outliers, exactement. C'est là que j'affiche pour voir les valeurs aberrantes. J'ai utilisé ce qu'on va appeler un boxplot. Alors le principe de notre boxplot, c'est quoi? Déjà nous voyons à 45 valeurs aberrantes. Le principe de notre boxplot, c'est quoi? C'est que tous les points qui sont en dehors de la moustache sont des valeurs aberrantes. Alors voici la moustache, voici l'intervalle. Et nous voyons que tous ces points sont à l'extérieur. Et lorsque je fais le calcul en arrière-plan et que je l'affiche, nous voyons que le nombre de valeurs aberrantes se situe donc à 45 pour notre cas. Alors nous allons continuer. Donc avec la présentation. Je crois que nous avons déjà construit le graphe qui montre la distribution, les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes. Les valeurs aberrantes, nous revenons aux objectifs qu'on était fixés au début du cours. Voilà, les objectifs. Alors, notre objectif était donc de voir la tendance en 2020 de ceux qui consomment des aliments ayant plus de glucides et un taux de protéines très bas. Alors, pour ce faire, j'ai aussi fait une représentation sous forme de courbe. J'ai fait quoi? Selon l'OMS déjà, un aliment avec un taux de protéines dont le seuil minimum 5 et un taux de sucre de
pourcentage de glucides est supérieur ou égal à 20, alors c'est l'aliment. Bon, le seuil du taux de glucides d'un aliment normalement pour l'OMS serait 20 et 5, selon les recherches que j'ai faites. Et selon aussi la recommandation de l'Union européenne numéro 1169/2011, normalement le taux de protéines devrait être minimum, quand il est trop petit d'un aliment, 5 et 20 pour un aliment contenant de glucides. Le taux de glucides sera 20. Alors, bon, quand je dis taux de glucides, excusez-moi, parce que dans notre data set, je crois qu'on a donné ça en grammes pour 100 grammes. Non, c'est 5 grammes pour 100 grammes. Ce n'est pas 5% quand je dis taux. Excusez-moi vraiment. Là, j'ai pour glucides. Voilà par exemple 100 grammes. Et voilà pour protéines. C'est aussi par gramme par 100 grammes. Alors, lorsqu'on combine donc ces différentes valeurs, et définit donc le seuil minimum de protéines à 5, le seuil maximum du glucide à 20, puis je fais quoi? Je crée une condition. Alors, la condition est quoi? Pour chaque valeur, de protéines qui sera donc inférieure à la variable minimum de protéines, et pour chaque valeur de glucides qui sera supérieure à la valeur maximum de glucides, alors qu'est-ce que je vais faire? Je continue. Je définis d'abord la taille de mon diagramme. Il va s'agir d'un histogramme. Et je mets cette condition. Je mets dans cette condition pour les glucides et les protéines. Ce qui fait qu'on aura donc deux graphes qui vont s'afficher. Le chiffre, le label. Bref, je vais afficher pour que nous puissions bien voir. Voilà, lorsque nous affichons. Alors déjà ici, c'était fréquence avant que vous voyez. Maintenant, c'est nombre d'aliments. Je tiens à rappeler que fréquence, c'est toujours le nombre d'aliments dans les autres cas. Nous avons le nombre d'aliments et la quantité de protéines et de glucides ici en bas, en grammes pour 100 grammes. Déjà, en orange, nous avons les protéines et en violet, nous avons les glucides. Notre courbe nous montre donc quoi? En 2020, par le nombre d'aliments en orange, comme j'ai dit. Notre courbe nous montre donc que la courbe est en général descendante. La courbe en général descendante. Donc nous avons là, cette courbe nous traduit en fait la tendance des aliments achetés par les consommateurs. Ces aliments qui sont riches en glucides et faibles en protéines. Nous voyons là alors que en 2020, la courbe n'était pas si mal. La courbe en général n'était pas si mal parce que lorsque nous faisons l'intersection avec la courbe en orange et la courbe en bleu, nous voyons que la tendance n'était pas si mal et que la consommation des aliments qui étaient proposés sur le marché était vraiment régulée. C'est pour ça que j'ai mis distribution des aliments composés de sucre et pauvres en protéines. La courbe n'est pas si grande, ce qui fait que la tendance en 2020 de consommation était vraiment basse, ce qui a peut-être et sûrement influencé le taux du diabète et le taux d'obésité. C'est pour ça donc, si on fait des recherches, je ne suis pas sûr que ce taux-là sera donc supérieur. Donc nous avons atteint notre objectif qui était d'étudier ces tendances pour qu'on puisse voir en fait les aliments de notre dataset. Alors, déjà merci. Merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin. Bon, nous pouvons peut-être revenir sur quelques parties du code après. Alors, c'était tout pour ce TP de Data Science. Ce TP de Data Science supervisé et donné par le professeur Franklin Tchakonte. Alors moi, j'étais l'étudiant Kwango Tchatcham Michel Vianney, étudiant Master 2 à l'Université de Namur. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.